On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du boisé de l'île Sainte-Thérèse, le boisé de la Pinède. Il y a un groupe de citoyens qui a formé SOS Boisé de la Pinède, donc on en parle dans quelques instants. On veut faire un gros projet de parc nature. Mais d'abord, parlons du secteur l'Acadie. En politique municipale, quels sont les enjeux de la conseillère Christiane Marcoux? Principalement, encore une fois, les bruits émanant du champ de tir. On poursuit notre tournée des différents quartiers de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu avec nos élus municipaux. Aujourd'hui, on se transporte dans le secteur l'Acadie avec la conseillère Christiane Marcoux. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Est-ce que je me trompe en disant que l'enjeu probablement le plus important dans votre district, ça demeure encore le champ de tir et les inconvénients liés au bruit qui émane du champ de tir? Oui, c'est officiel que c'est un enjeu, oui. Oui, parce que les citoyens nous en parlent beaucoup. Les citoyens sont déçus de la tournure des événements. Disons que c'est un dossier qu'on ne peut pas discuter beaucoup sur la place publique, là, mais je peux tout de même faire l'historique un peu. On avait une entente qui avait été signée en décembre 2016 avec le propriétaire du champ de tir. Et l'entente disait que début juillet 2020, on était censé soit avoir un champ de tir intérieur ou bien mettre la clé à la porte. Et le propriétaire a décidé de ne pas respecter l'entente. Et nous, on a confié le mandat à une firme d'avocats pour faire homologuer l'entente et demander une injonction. C'est là qu'on est actuellement. Est-ce qu'on sait pourquoi le propriétaire refuse? Non, ça, je pense que c'est plus à lui là, de le dire. Je n'ai pas lu tous les documents de la Cour, mais... Il y avait été question à un certain moment donné du changement de zonage, là, mais pas plus que ça. Bon. À quoi a ressemblé l'été là, qui vient de se terminer? Parce que là, visiblement, on est presque en hiver avec la neige qui nous a tombé dessus cette semaine. Là. Mais dites-moi, est-ce que l'été qui vient de se terminer a été pareil aux autres, différent, mieux, pire? Moi, je dirais que ça a été pas mal pareil. J'ai eu des téléphones, les gens... les pires dans ça, je pense que c'est ceux qui ont acheté des maisons dans le secteur en se faisant dire puis en croyant que c'était pour fermer début juillet. Fait que ces gens-là m'ont téléphoné. Je n'ai eu plusieurs téléphones. Ils sont vraiment déçus. Ils sont là. Ils sont pris avec ça. Mais au point de vue des tirs, ça n'a probablement pas été pire, mais pas mieux certain. Là. On a plus que... Ce qui dérange le plus, c'est le tir au pigeon d'argile. Puis il y en a plus qu'1 million par année là, qui se tirent. Fait que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, si le propriétaire du champ de tir, M. Ouimet, refuse pour le moment d'appliquer l'entente que vous aviez avec lui, c'est donc dire qu'en prévision de l'été prochain, les citoyens du secteur l'Acadie pourraient se retrouver à peu près dans le même genre de problématique. C'est une possibilité, oui. On sait qu'il y a eu une audition en cours, mais le dossier n'est pas parti. Hein. La Cour a pris du retard à cause de la COVID et tout, là, mais... Mais le Conseil est favorable à ce qu'on entame des procédures judiciaires contre M. Ouimet. Ah oui, oui, ça, pour le respect de l'entente. Oui, il y a eu une résolution qui a été passée, je pense que c'est fin juin. C'est à l'unanimité au Conseil municipal. Bon. Pour faire respecter l'entente, la faire homologuer l'entente, puis demander une injonction. Puisqu'on parle de bruit, très souvent, on pense que la problématique du bruit émanant de l'aéroport, que ça touche principalement Saint-Edmond-Saint-Lucien puis un peu Saint-Eugène. Mais ça touche également une partie de l'Acadie. La semaine dernière, on recevait votre collègue François Rouget qui nous disait en gros que le potentiel de développement économique de l'aéroport n'est pas super terrible, si bien qu'on va devoir là, se positionner éventuellement sur l'avenir de l'aéroport. Vous, quelle est votre opinion sur l'avenir de l'aéroport? Puis vous le savez, là, on en parle depuis plusieurs décennies. Oui, c'est vrai que mon secteur est touché. C'est surtout le Petit Bernier, le Grand Bernier, le Petit Bernier, là, qui sont touchés. Où je demeure aussi, dans le domaine de la Canadienne, un peu. On entend les avions et tout, surtout les hélicoptères qui nous dérangent le plus, nous. L'avenir, c'est officiel que moi, je suis contre fermer l'aéroport, je suis contre. Mais ça, je pense que ça a toujours été... Le comité de vigilance aussi a toujours été de la même avis. Mais je suis pour avoir une entente qui va améliorer les conditions, puis c'est ce qu'on travaille dans le moment, là. D'avoir une entente avec les cadets pour oui. l'école de vol à voile, les planeurs, pardon. C'est ça. Donc, vous souhaitez qu'on en arrive à une entente pour
je dirais, Gagnante, gagnante. ouais, avoir un Les niveau deux de parties. tolérance là, Oui. des deux côtés ou d'acceptabilité sociale là, pour être capable Oui. de maintenir l'activité des cadets. Oui. Bon. Est-ce que pour vous, maintenir l'activité des cadets veut dire aussi maintenir à tout prix la tour de contrôle? Je vous dirais que la tour de contrôle, ce qu'on m'a toujours dit, c'est que c'est beaucoup plus sécuritaire avec une tour de contrôle. Je pense que oui, les cadets, pour eux, ce serait préférable que la tour de contrôle demeure. Oui. On garde une piste, on en ferme deux, on prolonge celle qu'on garde. Vous pensez quoi de ça? Bien, disons qu'on a on a 3 scénarios sur la table. Moi, personnellement, j'étais favorable à n'en fermer pas plus qu'une, certain, parce que c'est officiel que si tu gardes seulement qu'une piste, c'est toujours le même secteur qui va avoir les inconvénients, là. C'est n'importe quelle piste qu'on ferme, là. C'est toujours le même secteur, ça va se concentrer là, le bruit. Fait que moi, je préférais qu'on en garde 2, si on ne peut pas en garder 3. Mais c'est ma position. Bon. On parlait de bruit tantôt, le bruit du champ de tir, le bruit des avions. Est-ce qu'il y a du bruit lié au camionnage? Parce qu'on sait que ça aussi, ça a toujours été un peu un enjeu, Oui. notamment dans la partie du vieux village de l'Acadie. Est-ce que le camionnage demeure encore, disons, une problématique pour les citoyens? Oui, c'est une grosse problématique pour les citoyens. J'en discute régulièrement avec M. Lemieux, le député, parce qu'on sait que c'est une route qui est provinciale, qui est sous la juridiction du MTQ. On a même fait des rencontres à l'été avec une citoyenne qui avait des craintes, qu'elle trouvait qu'il y avait beaucoup d'achalandage, beaucoup de camionnage, la vitesse. On a décidé, M. Lemieux et moi, en tout cas, de faire comme un peu du ménage sur le chemin du Clocher au niveau des pancartes. Il y avait beaucoup. On aurait dit qu'ils ont ajouté des pancartes d'une année à l'autre, puis ça commençait à être compliqué, là. Tu sais, on ne savait pas si on pouvait stationner ou pas et tout. Je sais que M. Lemieux est censé travailler avec la Ville au niveau des infrastructures pour essayer de faire un peu de ménage au niveau des pancartes. À l'été, on a installé un bollard vis-à-vis de la rue des Ranleaux, là, tout près de l'intersection, pour essayer d'aider. Mais oui, c'est un enjeu, mais je pense que la chance qu'on a manquée, c'est le dossier qu'on avait monté il y a quelques années avec la route de contournement, mais la Commission de protection du territoire agricole n'a pas voulu. Fait que donc, on est au même point. Bon, parlons maintenant de l'Église ou de l'ensemble patrimonial. C'est quand même, évidemment, un bâtiment exceptionnel qui, aujourd'hui, maintenant, appartient à la Ville. Bon, vous avez l'aide, évidemment, des amis pour s'occuper des activités, de la programmation. Dans quel état est le bâtiment en ce moment? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'on a encore des travaux importants à faire au niveau de l'Église ou du presbytère? Au niveau de l'Église, oui, on a des travaux. On a une problématique dans le moment, c'est le jubé qui est en train de descendre. Il est fermé actuellement. En décembre 2019, je crois que la Ville a pris la décision de complètement le fermer. Quand il y avait eu la messe de minuit, les gens n'ont pas eu le droit d'y avoir accès. Ça, c'est un dossier qui fait partie du programme triennal là, d'immobilisation. Je pense que c'est évalué à 1,8 million. Mais on travaille pour avoir des subventions du gouvernement provincial parce qu'on sait que l'Église et le presbytère, ce sont des bâtiments qui sont protégés au niveau patrimonial du Québec. Fait qu'on essaie d'avoir des subventions, mais oui, la plus grosse problématique, c'est le jubé. Est-ce qu'il y a encore, on sait qu'on a eu là, une intoxication au propane là, avec une certaine fuite au sous-sol. Est-ce que ça, c'est réglé et sécuritaire? C'est tout réglé et c'est sécuritaire. Bon, c'était quand même un événement particulier. Là. Vous-même, vous C'était- aviez été touché par l'événement en tant que tel? Là? Oui, j'étais présente avec les gens. C'est moi qui étais le plus affectée parce qu'on pense que c'est moi qui étais assis le plus près de la fuite. Mais non, c'est un tuyau qui avait été débranché au sous-sol du presbytère. Puis non, maintenant, ça a tout été réparé. Cette chose-là, ils m'ont dit que c'était sécuritaire, que ça ne pouvait pas arriver. Et ils ont mis des détecteurs de monoxyde de carbone. Bon. Et dites-moi, au niveau des infrastructures, parce qu'on sait qu'on a eu un enjeu pendant très longtemps avec le parc Rémiard, entre autres, mais en même temps, en ayant amené des services du côté de Rémiard, on peut les amener également ailleurs. Avez-vous encore sur les cartons, sur la table, des projets d'infrastructure? Ah oui. On a amené, là, 2-3 ans, là, l'aqueduc du côté de la rue des Tilleuls, de l'Haute, Citière et du Gars. Et après ça, là, actuellement, on est en étude pour l'amener du côté de l'avenue des Pins, pour se rendre jusqu'au Pine Grove et toutes les rues perpendiculaires, là. Il y en a plusieurs. Actuellement, les études sont presque terminées, je vous dirais. Si c'est pas terminé, normalement, quand ça c'est fait, on est censé rencontrer les citoyens pour leur donner le coût pour leur résidence. Mais là, avec la COVID,
COVID, ça va être un peu particulier, soit qu'on le fasse par courrier. On m'a envoyé une lettre aux citoyens pour leur dire, les études sont terminées pour votre résidence, ça coûte tant du mètre de façade, ça coûterait tel montant. Et on va expliquer un peu le projet, en gros. Puis après ça, on va donner des numéros de téléphone pour les gens qui auront des questions. Puis on va demander un coupon réponse. Si tout va bien, M. Fortin et moi, on vise très, très tôt au printemps là, pour avoir le retour. Les citoyens devraient avoir la lettre peut-être, si ce n'est pas avant Noël, ça va être pas tard en janvier. Bon, avez-vous encore des enjeux de rues à asphalter? Donc, des rues qui sont en gravier, si on veut, là? Oui, il y en a plusieurs rues qui ne sont pas asphaltées dans mon secteur. Mais pour vous dire que j'ai eu des demandes de citoyens, pas beaucoup depuis, pas tant que ça depuis 2017. La seule rue que j'ai asphaltée, je pense, c'est un petit peu avant 2017, c'est la rue de Rouville, qui était très longue. On l'a fait au complet. Puis il y avait un côté que c'était toute une terre agricole, ça fait que c'est un petit peu plus compliqué. Moi, j'ai souvent demandé aux infrastructures de faire des rencontres, de cibler les rues par secteur, les rues en gravier, de les rencontrer puis de leur expliquer la politique de la ville, parce que la politique a été modifiée avec les années. Maintenant, on paie un petit peu plus, là, surtout quand on arrive vis-à-vis des rues, ce qui est le cas chez nous, comme la rue Normandin, qu'un côté est agricole, c'est rien qu'un côté pour payer, là, tu sais, c'est très différent. La facture est plus élevée. Mais actuellement, non, je n'ai pas eu de demande là, à cet effet-là. Dossier Grande-Ville, est-ce qu'on doit geler le compte de taxe cette année? Moi, je vous dirais que c'est mon souhait à moi, là. J'aimerais bien qu'on soit capable de le faire. Mais actuellement, pour faire une promesse comme ça, il est peut-être un peu tôt. On a commencé à travailler au budget. La semaine dernière, on a fait 3 journées. Il y a bien des choses qui rentrent en ligne de compte. On a eu un petit peu moins de revenus en 2020. Quand je parle des revenus, je parle des revenus de la taxation, là. On a des dépenses, hein? On a eu moins de revenus avec les transports en commun, avec les loisirs, puis on a eu presque les mêmes dépenses. Oui, on a eu du gouvernement provincial des sous, 7 millions, mais il faut regarder où est-ce qu'on peut placer ça. Mais on travaille très fort pour y arriver. Bon, en terminant, on est à quoi? 1 an des élections? Oui. Vous êtes en politique municipale depuis quoi? 30 ans, à peu près? J'ai commencé ma 30e année. 30e année. Comme mairesse de l'Acadie, conseillère, mairesse de l'Acadie, puis conseillère de la Grande-Ville depuis, évidemment, la fusion. Pensez-vous à la prochaine élection? Est-ce que vous avez encore le goût de revenir? Où en est votre réflexion sur l'avenir et votre propre avenir politique? J'y pense. Je ne peux pas le cacher que j'y pense souvent, mais ma décision finale n'est pas prise. Je regarde, là, il y a 1 an, il peut se passer bien des choses dans 1 an. C'est clair. On va voir qui va se présenter, s'il y a des équipes et tout. Ma santé aussi. Mais le goût, oui. Vous ne fermez pas la porte à vous représenter, là? Non, je ne la ferme pas, la porte. Non. Mais ma décision finale n'est pas prise. Okay. Bon. Il y a eu un contexte quand même aussi un peu particulier dans les dernières années, là, qui n'était pas facile. Là. Oui. Est-ce que ça aussi, ça joue en ligne de compte, disons? Oui, parce que je ne suis pas une personne... Je trouve que en tout cas, les 3 dernières années, on n'a pas fait beaucoup. On a de la misère à avancer, c'est compliqué et tout. Puis ça, c'est pas des choses que j'aime, moi. Moi, j'aime mieux prendre un dossier, le travailler, t'avances, il est fait, c'est réglé. Là, c'est très compliqué. On avance d'un pas, on recule de 2. Beaucoup de choses sont mises sur la place publique avant que les décisions soient prises. C'est pas toujours facile. Madame Marcoux, merci beaucoup. Merci, M. Latour. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et Joe Biden. Et oui, c'est vrai, peut-être que tu es le nouveau président. Parle-nous un peu, Joe, de l'émission de cette semaine. Jean-François Millus de Bauer et Joey Savoie, notre golfeur et athlète de l'année dans le Haut-Richelieu. Manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo,
C'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. Vous savez, parmi les principaux enjeux qu'on entend souvent parler à Saint-Jean-sur-Richelieu depuis quelques années, c'est l'avenir des golfs, l'avenir de l'aéroport, mais on commence à peine à parler de la sauvegarde de la Pinède à l'île Sainte-Thérèse. Il y a un mouvement citoyen qui s'est bâti, SOS Boisé de la Pinède, même une campagne de sociofinancement. Bref, ces gens-là se sont vraiment, disons, tissés serrés pour faire valoir, évidemment, leurs droits et ce qu'ils veulent également. Avec nous, le porte-parole de SOS Boisé de la Pinède, Carl Soucy. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Expliquez-nous un peu comment vous avez fondé ce mouvement-là, comment c'est arrivé? Oui, bien, ça a commencé. Je vous dirais, même les démarches sont parties depuis 2007. À ce moment-là, il y avait eu une première mobilisation citoyenne pour protéger. À ce moment-là, c'était 14 lots qu'il y avait dans la Pinède. Donc, ça remonte à très loin. Mais le comité présent, là, en ce moment, qui se bat pour la Pinède, c'est depuis 2018. Il y avait eu une consultation publique pour un PIA dans le but de limiter la construction et tout ça. Puis à ce moment-là, le groupe s'était formé pour essayer de protéger les derniers terrains qui restaient là, de la Pinède à ce moment-là. L'île Sainte-Thérèse, évidemment, s'est beaucoup transformée au fil des décennies. Il y a même eu à un certain moment même un moratoire sur les infrastructures parce qu'il y avait trop de boom immobilier. Il y avait une époque un terrain de camping, il y avait beaucoup de chalets, des chalets qui aujourd'hui ont été transformés en maisons. Bref, l'île s'est beaucoup transformée. Il reste encore le cœur de la Pinède qui devient un enjeu. Et de ma compréhension, ce terrain-là appartient à un privé. Donc, ça veut dire que si la Ville, un jour, souhaite préserver cet espace-là, il doit s'entendre avec le privé pour l'acheter ou l'exproprier. C'est exact. Nous, ce qu'on tente de protéger, c'est les 4 lots où il y a la plus grande concentration d'arbres de la Pinède, ainsi que l'ancien camping Pain-Vert, qui est juste l'autre côté, sur Baillargeon, que lui, c'est un grand boisé qui n'est pas encore loti. Donc, c'est les deux endroits qu'on tente de protéger. Vous avez raison quand vous parlez du développement sur l'île Sainte-Thérèse. C'est développé à plus de 88 % selon les statistiques de la Ville. Donc, il ne reste plus grand-chose. On parle d'un 30 hectares à peu près qui reste, qui pourrait être développé. Nous, ce qu'on tente de protéger, là, c'est un projet là, de à peu près 20 quelques hectares qu'on tente de protéger. De ce 20 quelques hectares-là, la Ville en acquiert déjà 9 hectares. Donc, il resterait là, seulement qu'un 12 hectares à acquérir. C'est 21 au total qu'on tente de protéger. Bon. Et le 9 hectares que la Ville va se procurer, ça, c'est dans le cadre du plan de conservation? Oui, c'est exact. Puis c'est au moment là, de la construction, là, des derniers développements qui sont faits. Il y avait eu des négociations avec les entrepreneurs à ce moment-là. Ce qui est à la mode beaucoup, bien, pas juste chez nous, c'est la création de parcs naturels. On l'a vu là, dans le secteur NDL, l'Acadie, avec le parc des Parulines. Oui. On sait qu'éventuellement, la Ville projette aussi de faire un parc pas très loin de l'usine d'épuration des eaux. Il y a le gym maintenant, là, le boisé Fortier et tout ça, où il y a un potentiel le long de l'autoroute 35 et de l'avenue du Parc. Par contre, dans le cas de la Pinède, la question qu'on se pose... En fait, je suis convaincu que si on demande aux citoyens, voulez-vous qu'on préserve la Pinède pour y faire un parc? Probablement que 99 % du monde vont dire oui. Maintenant, est-ce qu'il est vrai de dire que pour se porter acquéreur de l'autre partie de terrain, ça coûte à peu près quoi, 8 millions? Oui, le projet, c'est alentour, c'est 8,2 millions exactement, selon la valeur au rôle. C'est certain qu'on est conscient là, qu'il y a des sous en jeu. Par contre, si on les avait achetés en 2007, ben là, ça aurait été beaucoup moins que 8 millions. Évidemment. Si on attend encore plus tard, les terrains vont continuer à prendre de la valeur. Donc, je reviens à cette question-là. Si on demande aux citoyens, voulez-vous un parc nature dans le boisé de la Pinède? La réponse probablement est oui. Est-ce que vous êtes prêt à payer 8 millions pour l'avoir? C'est ça, dans le fond. Ultimement, le débat, il va porter malheureusement, je dis bien malheureusement, sur l'argent à investir. C'est exact. C'est ce que le conseil municipal nous a dit. À ce moment-là, on s'est tourné vers les programmes gouvernementaux qui existent. On a trouvé là, plus de 40 programmes qui touchent l'environnement, dont 22 qui sont directement là, visés pour un projet comme le nôtre. Donc, il y a des démarches à faire. C'est certain que nous, comme citoyens, on a amené les projets à la Ville. On les a rencontrés au mois de janvier pour leur présenter les projets. On était supposé de se revoir là, d'ici la fin novembre. Par contre, M. Castonguay ayant démissionné, la rencontre là, a été remise. On devrait les rencontrer là, d'ici la fin du mois. On a rencontré aussi le conseil en plénière. C'est certain que ça revient souvent à l'aspect financier, mais on a fait nos devoirs et on a trouvé plusieurs subventions qui pourraient diminuer le coût d'acquisition de la Ville. Parce que, comme on dit, c'est un long shot. Là. Évidemment, quand on achète ça, c'est un investissement. C'est pour du très, 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 très long terme. Puis, évidemment, là, les gens vont nous dire « Oui, mais il y a d'autres projets dans la ville. Il faut asphalter des rues qui sont en gravier. Il faut investir dans les infrastructures. Il faut peut-être faire des rénovations à l'aréna. On veut une passerelle sur l'autoroute 35. »
Évidemment, le panier est rempli de beaux projets dans lesquels probablement le conseil veut investir. Comment tirer son épingle du jeu pour justement convaincre, pas juste le conseil, mais convaincre les citoyens de la ville au complet qu'il faut absolument, dans notre priorité d'investissement, décider d'acheter ce terrain-là? Oui, bien, je ne sais pas si vos téléspectateurs sont au courant, mais il y a un 3 millions, un petit peu plus, là, qui est collecté chaque année en conservation à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc ça, c'est de l'argent là, qui est disponible pour des projets de conservation et des projets environnementaux à la ville. Donc c'est certain qu'on est conscient que le projet va se financer sur du long terme. C'est pour ça aussi qu'on rencontre la ville et qu'on veut être des partenaires avec eux pour trouver du financement, pour diminuer la somme. Pas plus tard là, que dans les dernières semaines, on rencontrait le député provincial, la députée fédérale, qu'eux aussi nous ont suggéré d'autres programmes financiers là, qui seraient accessibles pour diminuer la facture. On est conscient que c'est un gros montant. En même temps, d'un autre côté, au moment de l'achat, il y a un propriétaire privé qui a fait des investissements pour acheter ça. Donc, on ne peut pas non plus lui arracher les terrains. C'est certain que la Ville va devoir le débourser des fonds. Bon. En même temps, la Ville a quand même voté un avis de réserve sur ces terrains-là. Ce que ça veut dire en clair, c'est que pendant une période d'à peu près 2 ans, le propriétaire des lieux ne peut pas faire grand-chose, là. Il est un peu limité dans son champ d'action. Oui, ça a été voté en 2019. Ça peut être reconduit en 2021 pour un autre 2 ans. Par contre, pour ce qui est de l'ancien camping Pin-Vert, les terrains ne sont pas protégés présentement. C'est un grand lot. Il y a eu une demande d'ailleurs au dernier conseil municipal pour lotir 9 lots, ceux qui longent Baillargeon. Ça a été refusé là, de façon unanime par le conseil municipal. Donc, on est très contents. On espère que le conseil va continuer dans cette même veine-là. Parce que le zonage, en ce moment, ça doit être zoné camping, je présume. Oui, donc, c'est exact. ça demande, donc, virer ça en résidentiel, ça demande un changement de zonage. Oui, puis dans les plans qui avaient été présentés à l'époque, on parlait de 150 habitations supplémentaires sur l'île Sainte-Thérèse. On sait qu'il y a déjà là, des problèmes de circulation. Quand il y a eu des travaux au pont, ça a déjà été problématique. Bon, là, votre groupe, évidemment, est allé sur le marché du GoFundMe. Oui. Avec les campagnes de sociofinancement. Vous avez ramassé quoi, 5 000 $? Oui, on a lancé ça, là, dans le fond, au mois d'août. On avait un objectif de 5 000 $ dans un premier temps, dans le but de faire de la promotion et de faire connaître le projet. On a récolté, là, d'ici de août à octobre, on a récolté 5 800 $. Donc, ça a été encore au-delà de nos espérances. Bon, et là, qu'est-ce que vous souhaitez faire, dans le fond, dans les prochaines semaines, les prochains mois? On entre aussi dans une année électorale. Donc, c'est souvent l'occasion d'imposer la thématique aux gens qui vont se présenter, soit dans le district ou à la mairie, bref, ou aux équipes électorales. Donc, pour vous, est-ce que c'est de forcer le jeu pour que les candidats potentiellement prennent position en faveur de la sauvegarde de la Pinède? Bien, on le souhaite. Déjà, là, au dernier conseil, le fait qu'unanimement, le conseil décide de ne pas autoriser le développement de 9 terrains, on espère que le conseil va prendre position. Par contre, le groupe, on est prêt à travailler avec tout le monde. Là. On n'est pas un parti politique, on est apolitique. Ce qu'on veut vraiment, c'est que les terrains soient sauvegardés. Puis, vous savez que la COVID, présentement, c'est encore plus d'actualité là, de rendre des espaces verts aux citoyens de proximité. Ah, tout à fait. Le parc des Parulines, on trouve un super beau les gens projet. Ça, moi, j'habite pas très loin du parc des Parulines, puis je vois de fin de semaine, de semaine en semaine, une croissance du nombre de visiteurs. Là. C'est exact. C'est la problématique, par exemple, qu'on décèle avec le parc des Parulines, c'est qu'on n'a pas le choix de prendre le véhicule pour s'y rendre. Il est à l'extrémité de la ville. Nous, ce qui est bon avec notre projet, c'est qu'il y a la piste cyclable qui passe à proximité, puis il y a aussi le canal de Chambly. Donc, on a plein d'idées de projets aussi qui pourraient permettre de rentabiliser là, le projet, que ce soit de la location de petites embarcations sans moteur, que ce soit la location de vélos, de trottinettes électriques, de vélos électriques. On a plein d'idées, sauf que la première étape, c'est d'acquérir les terrains. Bien, même souvent, je donne l'exemple, parfois quand on a le goût de prendre une grande marche, moi, le premier, je me stationne là, tout juste en sortant du pont à l'île Sainte-Thérèse pour aller marcher le long de la rue Sainte-Thérèse, parce que surtout des fois à l'automne ou au printemps, sur la bande du canal, des fois, il y a un peu de boîte. Là, c'est pas très, très propre, là, disons, pour marcher, puis on aime bien ça, marcher sur... Donc, les gens aiment aller à l'île Sainte-Thérèse à vélo ou même pour y marcher. Là. Oui. Donc, il pourrait y avoir Donc, le parc pourrait être un vecteur aussi de tourisme ou de venir profiter des lieux. Là. C'est exact. Puis, tu sais, si vous le prenez vous-même, la piste cyclable, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se réfugier à l'ombre l'été quand il fait très chaud. Ce qui reste, c'est pas mal juste la Pinède. Donc, oui, on veut se servir de la Pinède pour attirer les gens, puis par la suite, les amener dans le boisé central pour profiter de ce qui pourra se faire à cet endroit-là. Là.
Ouais. Bon, et là, dans le fond, dans les prochaines semaines et les prochains mois, les actions que vous allez poser pour faire parler de vous, pour que les élus prennent position, pour que les citoyens vous connaissent et comprennent les enjeux. Bref, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, on a un site web qui est en préparation, qui va être public très bientôt. On a aussi une vidéo promotionnelle là, qui s'en vient, qui devrait sortir aux environs du 15 novembre, qu'on va essayer de diffuser le plus largement possible. Le conseil municipal nous a parlé d'une consultation publique pour un 3e plan de conservation. Ouais. Ce qu'on voudrait et ce qu'on exige, c'est d'être dans cette discussion-là, que les citoyens puissent se prononcer sur la conservation de la Pinède et du Boisé central, qui est l'ancien camping. D'ici là, on espère vraiment que le conseil municipal va continuer dans la même veine de ne pas autoriser le développement jusqu'à temps que les citoyens là, se positionnent. Donc, SOS Boisé de la Pinède, on parle du secteur et du cœur de l'île Sainte-Thérèse. Vous avez une page Facebook, facebook.com/SOS Pinède, que vous pouvez bien sûr consulter. Puis on va bien sûr être attentif à ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais je pense que collectivement, je pense que tout le monde aimerait bien qu'on préserve ce boisé-là. Et comme je le disais en introduction, je pense que le nerf de la guerre, ça va rester malheureusement encore l'argent et le financement et comment on va arriver à établir un montage financier pour se porter acquéreur des fameux terrains. Mais c'est pas seulement pour les citoyens de l'île Sainte-Thérèse, c'est pour les citoyens de la toute ville au Saint-Jean complet. et Tout à même fait. de l'extérieur aussi. Il y a un côté touristique à ça aussi. M. Soucy, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Le parrainage civique du Haut-Richelieu a besoin de bénévoles pour des jumelages temporaires. C'est un peu le contexte de la COVID qui provoque ça. Donc, allez sur entreamis.ca pour avoir des informations. Entre-temps, si vous avez des commentaires, des suggestions, quoi que ce soit, faites-le par courriel en m'écrivant Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.